Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 49 ans. Je suis issu d'une famille juive traditionnaliste et d'une lignée de rabbins, et c'était mon destin. J'étais programmé pour devenir rabbin à mon tour, à la suite de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, toute cette belle lignée de gens qui ont passé leur vie à louer et à prier Dieu. Il se trouve que pour moi, les choses ont pris un tour un peu différent, puisque contre toute attente, j'ai rencontré le Christ il y a 4 ans dans une église. Et depuis cette rencontre, il s'est noué un chemin. Et de ce chemin arrive une étape importante, puisque je suis à 15 jours de mon baptême. La rencontre a eu lieu en novembre 2019. J'étais très en avance pour un rendez-vous médical. Et plutôt que de m'enfermer dans un café ou de parcourir Twitter, j'ai préféré visiter l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, qui était juste en face de mon lieu de rendez-vous. Je l'ai un peu visité à la japonaise, en fait. Je suis rentré comme un touriste avec l'envie de prendre des photos, de voir un bel endroit, et sans jamais me dire qu'il y avait une dimension spirituelle à ce moment que j'allais passer, parce que c'était juste pour moi un moyen d'éviter en ce mois de novembre de rester à l'extérieur et d'avoir trop froid, et donc j'ai commencé la visite de ce très bel endroit un peu bêtement, et puis quand j'ai vu qu'il me restait encore quand même pas mal de temps, j'ai essayé de m'asseoir et de réfléchir et de profiter du silence, de l'absence de qui que ce soit dans cette église. Et j'ai vécu quelque chose qui est assez surprenant et sur lequel j'essaye même pas de convaincre qui que ce soit de me croire. L'essentiel étant que j'en sois persuadé. J'ai eu le sentiment d'être soulevé de terre, d'être pris dans des bras très aimants, qu'on me fasse un immense câlin, et de me sentir particulièrement aimé, puis reposer sur ce banc avec un sentiment après coup assez stupéfiant, parce que pas forcément certain d'avoir réellement vécu la chose telle que je m'en souviens, ne pas du tout être en mesure de donner un timing à ce qui s'est passé. Je ne sais pas si ça a duré 2 minutes, si ça a duré 15 secondes ou si ça en a duré 10. Et surtout, cette question qui m'a taraudé quand tout est redevenu entre guillemets normal autour de moi, dire mais est-ce que je suis mort? Et si tel avait été le cas, c'était assez formidable comme expérience, parce que j'étais vraiment très bien. Ensuite, je me suis vite rendu compte que j'étais pleinement vivant, et je suis sorti de cette église un peu titubant, parce que je venais de me prendre un gros coup sur la tête, et j'ai la chance d'avoir dans mon entourage amical une vieille sœur bénédictine de plus de 95 ans à l'époque, qui était une très très bonne amie, et que j'ai pu appeler et avec qui j'ai pu discuter, et sa réaction a été assez impressionnante, puisque elle est restée 2 minutes au moins silencieuse au téléphone, ce qui est très long, 2 minutes de silence au téléphone, pour finalement me dire 2 choses. Avec le ton qui l'a caractérisé. Ne te vante pas trop de ce qui vient de t'arriver, parce qu'il y a des gens qui prient toute leur vie pour atteindre ça et qui n'auront jamais cette chance, donc garde-le pour toi, sinon tu vas faire des jaloux, avec son sourire et son humour habituel. Et la deuxième chose, c'est il est venu, laisse-le revenir. Je lui dis, mais comment est-ce qu'on le laisse revenir? Elle me dit, maintenant la question elle est pour toi, c'est plus à moi de répondre, c'est à toi de voir comment il peut revenir. Et j'ai cherché une manière de faire revenir le Christ dans ma vie, et je suis persuadé que c'est le Christ. D'aucuns pourraient dire que c'est Dieu, que c'est le Saint-Esprit, que pour moi, j'ai l'intime conviction que j'étais au contact de Jésus. Je suis juste allé acheter les évangiles.
Et j'ai commencé par l'évangile de Jean. Et à la fin du prologue de Saint Jean, j'étais chrétien. J'étais pleinement chrétien. Donc du coup, je suis allé taper à la porte d'une paroisse pour demander le baptême. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le christianisme que vous ne trouviez pas dans le judaïsme ? Le catholicisme aujourd'hui versus le judaïsme m'apporte quelque chose d'absolument inouï. C'est la pleine liberté d'être qui j'ai envie d'être dans le respect de ce que le Christ a pu nous laisser. Je m'explique. Je passe d'une religion extrêmement codifiée où tout est organisé légalement, pénalement, où la pratique se fait sur la base d'un code de 613 commandements. Et là, on se retrouve avec la parole du Christ, qui est en quantité pas extrêmement riche de ce que l'on doit faire, mais en qualité, permet de se positionner chaque jour en ayant l'espoir d'être un poil meilleur que ce que l'on a été la veille. Cette conversion permanente que la parole du Christ nous impose me donne le sentiment de vivre au plus près ma relation à Dieu, parce que elle est extrêmement personnelle, elle est extrêmement faillible, elle est extrêmement améliorable, et j'ai la chance chaque jour de pouvoir le faire parce que quoi qu'il arrive, même si je faillis, je suis pardonné, je suis excusé, je suis aimé. Pourquoi avez-vous souhaité garder l'anonymat et seriez-vous prêt à parler de votre conversion à votre famille ? J'ai choisi une certaine forme d'anonymat, parce que tout n'est pas anonyme dans ce qui se dit aujourd'hui, parce que je sais que ma décision ferait énormément de peine à des gens que j'aime et qui ne comprendraient pas pourquoi je suis ce chemin, que je ne suis même pas sûr de comprendre moi-même dans sa grande majorité, parce que c'est pas évident de tout lâcher et d'aller à la suite de Jésus. C'est dit dans l'Évangile, hein, vous serez celui qui haïra son père et sa mère et qui me suivra est promis à une destinée dans la vie à venir plutôt riche. Je pense qu'un jour je le ferai. Aujourd'hui, j'en suis pas là parce que j'ai particulièrement confiance en la force de ma foi. Néanmoins, quand j'essaye de mettre en balance la capacité à faire de la peine à des gens qui n'ont rien demandé et ma capacité à moi de vivre pleinement ce que j'ai envie de vivre, ça me paraît pas incompatible sous cette règle du silence. Je fais juste que protéger les gens que j'aime et pas me protéger moi, en fait. Est-ce qu'il y a un texte du Nouveau Testament qui vous a particulièrement marqué ? J'avoue qu'en termes de lecture biblique et de ce qui m'a marqué, je suis particulièrement touché par le chapitre 5 de l'évangile de Saint Matthieu, que je trouve absolument merveilleux, quand Jésus, et ça recoupe ce que je disais sur un judaïsme extrêmement codifié et une loi du Christ beaucoup plus libre dans son application, mais extrêmement exigeante. On vous a dit que, mais moi je vous dis que. Ça me parle énormément. L'intégralité de l'évangile de Jean, et pour faire plaisir à un prêtre qui s'occupe beaucoup de moi et qui s'appelle le père Étienne Jonquet, l'évangile de Marc. Y a-t-il des moments de doute dans ce chemin vers le baptême ? Moi, ma foi n'a jamais été remise en question. Il y a juste quelque chose qui est particulièrement compliqué pour toute cette période-là. C'est que c'est d'une richesse absolue, parce que vous vivez des très belles choses, vous êtes très entourés, les gens sont absolument merveilleux avec vous. Et en même temps, c'est d'une solitude absolue, parce que vous êtes seul face à votre foi, vous êtes seul face à Dieu, vous êtes seul face à vos décisions. Et quand vous doutez, vous êtes le seul à pouvoir imaginer pourquoi vous doutez. Donc du coup, il y a cette dichotomie entre l'hyper entourage et la profonde solitude du catéchuménat. C'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Comment vous vivez les crises que traverse l'Église catholique à quelques jours d'en faire partie ?
J'ai tout d'abord, je pense, une pensée particulière pour toutes les personnes qui ont été victimes de soucis liés à l'organisation de l'Église. Moi, j'aime l'Église catholique parce que je trouve que son rite est beau, que son organisation est belle et que les hommes et les femmes qui la composent sont souvent, et dans leur extrêmement grande majorité, des gens de confiance, des gens saints et des gens dévoués au bien-être de ceux qui les entourent et avec beaucoup d'amour à donner. Donc j'ai un regard peut-être un peu idyllique aujourd'hui sur l'Église, j'espère le garder. J'ai le sentiment en tout cas qu'aucune organisation de cette force et de cette puissance n'a eu le courage de se regarder en face autant que l'Église catholique et d'accepter d'entendre ce qui pouvait ne pas fonctionner et de se remettre en question avec autant de force. Donc j'ai extrêmement confiance dans cette Église et si je la rejoins, j'espère aussi pouvoir jouer un rôle aussi minime soit-il, mais d'apaisement, de vecteur de joie et de permettre de passer à autre chose que ces histoires qui ont pu laminer. Vous avez accepté cette interview et vous êtes particulièrement actif sur Twitter pour parler de votre foi. Est-ce que c'est important pour vous d'évangéliser avant même votre baptême ? L'évangélisation via les réseaux et en vous rencontrant... En fait, moi, j'ai le sentiment que c'est mon charisme. Je m'explique. En fait, depuis que j'ai commencé cette démarche et depuis que j'ai commencé à en parler à des amis, il se passe pas une semaine sans que je ne ramène des gens à l'église, des gens qui ne sont pas allés à la messe depuis 30 ans, qui n'ont pas communié, qui n'ont pas été se confesser depuis... Donc, j'ai vraiment le sentiment, en fait, que pour proclamer la parole de Jésus est un de mes devoirs. J'essaye de le faire, alors parfois sur le ton de la plaisanterie sur Twitter, parfois beaucoup plus sérieusement en disant aux gens que ça mange pas de pain de jeter un petit coup d'œil, ça mange pas de pain de venir à une messe et de passer un moment et d'évaluer après coup si on se sent mieux ou moins bien qu'après. Et alors j'espère vraiment continuer à travailler cet aspect-là de ce que j'aime bien être mon charisme, c'est-à-dire rapprocher les gens de l'évangile et de la parole de Jésus. Le 8 mai, nous fêtons les personnes portant les prénoms Désiré, Arsène et toutes leurs formes dérivées. Ce même jour, nous fêtons Saint Désiré. Chancelier royal et évêque de Bourges, il fut l'un des plus grands évêques de l'époque mérovingienne qui contribuèrent à tirer la Gaule du chaos où l'avait plongé l'effondrement de l'Empire romain et qui lui rendirent une civilisation en la rendant chrétienne. Chancelier, il exerça sa charge de manière à contenter tout le monde. Mais il avait aussi souvent l'envie de quitter cette cour pleine de débauche et de cruauté. Il sut patienter en pensant que d'autres à sa place n'auraient peut-être pas la possibilité d'empêcher tant de mal. Son épiscopat fut aussi marqué par la conciliation et la paix. Il parvint en effet à concilier l'Anjou et le Poitou en guerre et à remettre la paix entre les tribus allemandes prêtes à s'entrégorger. À Bourges, en 550, Saint Désiré, évêque, qui avait été gardien du sceau royal et qui enrichit son église de reliques de martyrs. Retrouvez-nous sur le site nominis.cef.fr. Let's play enough game, do you want love or you want fame, or you win the game?
gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. Can't we laugh about it? It's not worth our. J'aime comme un baby. Si je pense à toi, baby. Si le film m'a donné ton baby. My heart will go on down. You make me so high, make me wanna drive. It's so ridiculous. I'm your anti-hero, and as we go to this. No, 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 baby, no, 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 don't lie. Oh, na, 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 oh, na, 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 na. Everybody say, I got no rules, I count 'em. I got no rules, boom, 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 boom. I wanna go boom, boom. Let's spend the night together, together. Second weekend, this weekend. I just wanna go back to 1999. Take a ride. You're the one that's making me strong. Moving my body, yeah, slow. When you're with me, baby, everything comes naturally. It comes whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be perfect. You know just what you said, so please stop me. How can that blah, blah, blah. Bun bun, I think this is buns bun, done done. Bet you wanna taste it, bun bun. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you know that I'll be Papa, Papa Roxy. She's unlucky, she's a star, but tonight I'm loving you. Bailando, bailando, amigos adiós. Quand tout se baisse, l'amour c'est rien. Quand tout est sexuellement
y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. I wish right now, can we pretend that airplanes in the night sky? Oh, so what you do to me? Maybe bye, bye, bye. Don't wanna be a fool for you, but just another player in you. Can you? I'm a scat man. When you lie to me, all that fear and all that you went on now. Waiting for tonight, oh, when you would be not that girl, and it's not my world. I become so numb, I can't feel you there, because this girl is on fire. We have, I say no, yes, I've been. Scream and shout and let it out. We saying oh, we are name. Oh na na, what's my name? Oh na na, what's my name? What's? 'Cause it's a bittersweet symphony. I'd walk 1,000 miles if I can just say it. Am all these beautiful girls? They only want to hurry now. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Jessie en direct sur Radio Climat, en simultané sur Facebook, en ce mercredi soir, le mercredi 8 mai 2024. J'espère que vous passez une agréable soirée en notre compagnie. Et là, durant ces 10 dernières minutes, vous venez d'écouter le meilleur des hits des années 90, 2000 et 2010 en France. Alors, comme lors des émissions précédentes, on va continuer à vous donner quelques citations de scientifiques ou de grands savants, ce qu'en disent justement les grands savants à propos de Dieu, de la science et des preuves
Donc ces citations, on les retrouve dans le livre intitulé justement Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution, livre coécrit, on le rappelle, par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Alors on va rester encore ce soir dans le domaine de la biologie. On va s'intéresser d'abord à la citation de Dean H. Kenyon, donc né en 1939, professeur de biologie à l'université de San Francisco. Il est absolument inouï d'observer à cette échelle microscopique un mécanisme aussi finement réglé, un dispositif qui porte la marque d'une conception et d'une fabrication intelligente. Nous disposons des détails d'un univers moléculaire hautement complexe qui gère l'information génétique. Et c'est précisément dans cette branche nouvelle de la génétique moléculaire que nous voyons la preuve la plus incontestable d'une conception intelligente sur la Terre. Maintenant, voici une citation de Pierre-Gilles de Gennes, qui est né en 1932 pour mourir en 2007, prix Nobel de physique 1991. Ce qui m'intrigue, c'est le fait que le code génétique soit toujours le même, alors que la vie a inventé des solutions très diverses. J'ai du mal à croire qu'un seul type de code puisse s'imposer par sélection darwinienne. Ensuite, une citation de Hubert P. Yockey, né en 1916 pour mourir en 2016, professeur de physique théorique à l'université de Berkeley, spécialiste de la théorie de l'information appliquée à la biologie et l'origine de la vie. La question de l'origine de la vie est insoluble en tant que problème scientifique. Le problème de l'origine de la vie, que la science est incapable de résoudre, est d'expliquer comment l'information a commencé à gouverner les réactions chimiques par le biais d'un code. Ensuite, une citation de Roger Sperry, né en 1913 pour mourir en 1994, neurologue, prix Nobel de médecine en 1981. Il me paraît indispensable de contester avec la dernière rigueur la conception matérialiste et réductionniste de la nature et de l'esprit humain, conception issue, semble-t-il, de l'attitude objective et analytique aujourd'hui prédominante dans les sciences du cerveau et du comportement. Je soupçonne que nous avons été dupés et qu'à la société et à elle-même la science n'a fourgué que de la camelote. Ensuite, une citation de Philippe Labro, né en 1971, chercheur au Centre de biophysique moléculaire d'Orléans du CNRS. Pour certains chercheurs, le fait que la cellule vivante soit d'une complexité effarante prouve qu'elle n'a vraisemblablement pas pu apparaître par étapes, mais qu'elle est au contraire sortie du néant entièrement constitué. Les probabilités qu'un tel événement ait pu se produire sont similaires aux chances qu'aurait une tornade soufflant sur une décharge d'assemblée à partir d'une montagne de ferraille, un Airbus A320 en parfait état de marche. Maintenant, une citation d'Yves Coppens, né en 1934, paléontologue et paléoanthropologue. Il est quand même étonnant que les mutations avantageuses surviennent justement au moment où on en a besoin. En tout cas, le hasard fait trop bien les choses pour être crédible. Ensuite, une citation d'Ali Demirsoy, né en 1945, professeur de biologie à l'université ACTP d'Ankara. La probabilité de la formation d'une séquence de cytochrome C, enzyme nécessaire à la vie, est pratiquement égale à 0. C'est-à-dire que si l'existence de la vie requiert cette protéine, elle n'a pu être statistiquement réalisée qu'une fois dans tout l'univers. En fait, la probabilité de la formation aléatoire d'une protéine et d'un acide nucléique ADN-ARN va bien au-delà de toute estimation. À plus forte raison, la probabilité d'obtenir l'émergence d'une certaine chaîne protéique est si minime qu'elle peut être qualifiée d'astronomique. Ensuite, une citation de Pierre-Paul Grasset, né en 1895 pour mourir en 1985, professeur de biologie à l'université de Paris, zoologiste et éthologiste. L'idée que l'homme résulte des innombrables erreurs de copie de l'ADN lors de la duplication moléculaire m'apparaît à la réflexion comme saugrenu, ce qui n'est pas grave, mais contraire à la réalité, ce qui la condamne. Ensuite, une citation de John Joe McFadden, né en 1956, professeur de génétique moléculaire à l'université de Surrey. Mais qui fait ces ajustements? Une raison pour laquelle les scientifiques sont circonspects face aux principes anthropiques, c'est qu'ils semblent renverser la révolution copernicienne et replacer l'humanité au centre, au sens de signifiant de l'univers. Encore pire, il peut permettre aux créationnistes de ramener le nom de Dieu dans le domaine de la science. Et pour finir, une citation de George Church, né en 1954, athée, professeur de génétique à Harvard et au MIT, directeur du Center for Computational Genetics. Le ribosome est la structure la plus complexe qui soit présente dans tous les organismes. Si j'étais un partisan de l'intelligent design, c'est la question sur laquelle je me focaliserai. Comment le ribosome a-t-il bien pu venir à l'existence? Les quelques 53 protéines et 3 nucléotides présents dans un ribosome ne sont-ils pas le minimum requis pour sa constitution? Ceci est réellement merveilleux.
Personne n'a jamais réussi à construire un ribosome qui fonctionne correctement sans se servir de protéines, elles-mêmes synthétisées grâce à un ribosome. Allez, on va faire une pause sur Radio Climat et tout de suite nous proposons de repartir 29 ans en arrière, c'était le 8 mai 1995. Eh bien, nous proposons d'écouter quelques publicités diffusées à l'époque sur la chaîne M6. Bonne écoute sur Radio Climat. La soupe aux choux. Comme un four à pain, le pizza par Tefal permet de cuire rapidement et simplement de vraies pizzas. Comme on les aime au pays des pizzas. Pizza party électrique Tefal. Tefal, tu penses à tout? With you, I'll be on my way. Forever you be in my heart. Agora Rabanne, pour homme. Younger Bresson, Bresson. Nouvelle Mazda 323. Freinage ABS. Ceinture avant prétentionneur. Double bague. Barre de renfort latéral. Siège haute sécurité. Système anti-choc frontal. La Mazda 323 a tout en série pour que votre vie ne soit pas en option. Mazda, la plus belle façon de faire attention à vous. Il est risible la parole. Ici et là, ici et là, voilà Gaston et l'année. On a tous ces hommes qui donnent son nom d'esprit de Belgique à papillon. Ici et là, ici et là, voilà Gaston et l'année. On a tous ces hommes qui donnent son nom d'esprit de Belgique à papillon. D'ici de là, le nouveau parfum de Nina Ricci. Les haches, les tronçonneuses, les couteaux. Il trouvait ça vulgaire, lui, voyez-vous. C'est un artiste. Il opère à la truelle et au ciment. Vous êtes victime de vos fantasmes. Je vous guérirai. Il n'y a aucun mal à être fou. Ces constructions sont pleines de vie. Au fait, c'est réservé à un public averti. Ce soir, 22h35, leur mur est vivant. Je dois reconnaître qu'ici l'atmosphère est sereine. Sur M6 avec TéléZ, regardez le programme de ce soir et fêtez les 100 ans du cinéma en découvrant une star chaque semaine. Pour jouer cette semaine, reconnaissez la star représentée dans cette scène. Dans le palais sicilien du Guépard, bal pour les fiancés. Claudia Cardinal et notre star. Vous l'avez reconnu? Alors envoyez vite votre réponse à l'adresse suivante. Vous pourrez gagner chaque semaine un ensemble cinéma système Toshiba et un an d'abonnement à TéléZ dans lequel vous trouverez un bulletin de participation et des indices pour vous aider à jouer. Bienvenue sur Radio Climat dans le Best-of. Tout de suite, nous proposons d'écouter un extrait de Radio Climat datant du 15 février 2023. Bonne écoute. On appelait ça l'ancêtre de la radio. Donc, on en parle puisque ce lundi, c'était la journée internationale de la radio. Et donc, sur Radio Climat, qui sommes une web radio, eh bien, ça nous tient à cœur. Donc, TSF, première radio indépendante d'État, qui a été mise en place sur la Tour Eiffel, et ça a duré une vingtaine d'années. Et oui, c'est ça l'évolution de la technologie. Enfin bref, donc revenons à la météo. Et justement, ce mois de janvier 1914, je l'ai dit, un mois de janvier donc très sec et froid, notamment dans le midi. La vague de froid est surtout marquée au cours de la seconde partie du mois. On observe 27 jours de gel consécutifs à Toulouse, où la température atteint moins 15 degrés. Alors, le 15 janvier,
notamment. Faut savoir que la neige paralyse le Roussillon et 25 cm de neige recouvrent Perpignan, où les tramways sont arrêtés pendant 3 jours. De nombreux cours d'eau sont pris par les glaces. En région parisienne, la température descend entre -10 et -15 degrés. Alors, ensuite, le 21 et le 22 février 1914, là aussi événement important, une très violente tempête secoue la France entière, notamment la vallée du Rhône. Le vent renverse une grande partie des bâtiments de l'exposition internationale de Lyon. Ce moment a été, les débris constatés ont été photographiés et parus dans le journal L'Illustration du 28 février 1914 à Lyon. Et puis, pour revenir au mois de janvier 1914, qui était très hivernal, il y a eu deux photographies, ou on va dire illustrations, dans le journal L'Illustration, justement, du 31 janvier 1914. Donc, du côté de Puy-Chéric, où on voit la lutte contre la neige sur les voies ferrées du Midi, et puis aussi une autre photo un peu plus douce, on va dire, de ce qui se passait du côté de Paris, où des couples de Parisiens, et bien ça donnait au patinage artistique. Et oui. Donc voilà, ça c'était pour janvier. Bon, février, bien sûr, la tempête, on en a parlé. Et puis, mois de mars 1914, un mois qui est remarquablement pluvieux. On compte 30 jours de pluie à Brest, 28 jours à Besançon et 27 jours à Clermont-Ferrand. Ouais, voilà, donc c'est, on va dire, tout le mois, quoi, certains endroits. Ensuite, fin mai 1914, il neige abondamment sur les plateaux du Massif central. Et puis, autre événement marquant de l'année 1914, c'est le 15 juin. On va y revenir longuement, puisqu'un orage extrêmement violent a provoqué plusieurs effondrements de chaussées à Paris, causant la mort de 11 personnes, le sous-sol ayant été fragilisé par les travaux du métropolitain quelques années auparavant. Et oui, alors là aussi ça fait le titre de plusieurs journaux, notamment le journal du 16 juin 1914, qui titre « Un orage torrentiel s'abat sur Paris. C'est l'effondrement de tout un quartier. Sous la ruée des eaux, le sol creusé par des travaux souterrains s'écroule. Voitures et piétons sont engloutis, des maisons ébranlées vacillent. 4 morts identifiés. L'orage qui s'est abattu hier sur Paris a causé une catastrophe dont il est difficile de fixer exactement les conséquences. La partie en construction de la ligne métropolitaine numéro 8, Opéra Porte de Saint-Cloud, qui s'étend de l'église Saint-Philippe du Houle à la rue du Havre, en suivant le sous-sol des rues de la Boétie, de la place Saint-Augustin et du boulevard Haussmann, s'est effondré en plusieurs endroits. Le désastre est terrible. On est certain que plusieurs personnes sont tombées dans les excavations qui se sont ouvertes et ont disparu dans les eaux boueuses du souterrain inondé. Les dégâts sont incalculables. Place Saint-Philippe du Roule. Oui, c'est Saint-Philippe du Roule, pas du Houle, excusez-moi. Rue du Havre. Donc, on a dû faire évacuer des immeubles dont la stabilité paraît compromise. On a dû, pour prévenir de nouveaux sinistres, couper les conduites d'eau, de gaz, d'électricité. Tout ce coin de Paris, si animé, si vivant, est plongé dans une sinistre obscurité, et l'accident s'étant produit à la tombée de la nuit n'a pas été sans provoquer une affolante panique. Le premier effondrement, Faubourg Saint-Honoré. L'orage venait de cesser, l'eau tombait en quantité considérable, courait comme un torrent sur la chaussée. Aux abords de la place Saint-Philippe du Roule, un peu avant 6 heures, les nombreux passants qui s'étaient mis à l'abri de l'averse à l'intérieur du bar situé au rez-de-chaussée de l'immeuble qui porte les numéros 152 de la rue du Faubourg Saint-Honoré et 72 de la rue de la Boétie, virent soudain la chaussée s'affaisser brusquement en bordure du trottoir. Dans l'espace de quelques secondes, une excavation d'une superficie de 10 mètres carrés environ, allant jusqu'au milieu de la chaussée, s'ouvrit rue de la Boétie. La grande excavation qui s'est creusée à l'angle de la rue de la Boétie, place Saint-Philippe du Roule, et qui a donné des craintes sérieuses sur le sort de la maison d'Empoignures. Et puis, d'autres photographies de cette tragédie que l'on peut retrouver dans le journal L'Illustration du 20 juin 1914, plusieurs photos donc de la ville de Paris. Ensuite, mois de juillet 1914, de nombreuses mesures météorologiques sont interrompues par les menaces de guerre. Et puis, fin juillet 1914, elle est automnale, les températures sont extrêmement basses pour la saison. Et donc, on va s'arrêter là, puisque début août 1914, ça a été le début de la Première Guerre mondiale.
Et là, comme on vient de le dire, il n'y avait plus à cause de la guerre, de mesures météorologiques de fait. Ce qui fait que pendant les prochaines émissions, lorsque l'on va évoquer les années suivantes, 1915, 1916, 1917 et 1918, eh bien, on va quand même vous donner des informations météo, même si elles seront bien évidemment un peu moins précises. Mais enfin, il faut savoir que voilà, on a quand même de bonnes informations, vu que c'est pas parce que si on avait attendu la fin de la guerre, eh ben, on n'aurait plus de données pendant 4 ans, hein, donc ça aurait été un peu long. Donc bon, voilà. Eh bien, on y reviendra lors d'une prochaine émission. En tout cas, c'était un extrait du livre de Guillaume Séché intitulé Quel temps, qui est une chronique de la météo de 1900 à nos jours. Allez, tout de suite, on va faire une nouvelle pause musicale sur Radio Climat. Et cette fois-ci, nous vous proposons d'écouter le titre spécifique poétique du groupe The Poison Oaks. Bonne écoute sur Radio Climat. L'invité de Yves-Henri Oufol ce soir, c'est Christian Gérondeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez La religion écologiste chez L'Artilleur. Le livre s'affiche actuellement sur l'écran. Pourquoi avoir invité Monsieur Gérondeau ce soir? D'abord parce que c'est un homme célèbre et tout le monde connaît ses implications, si je puis dire, puisque c'est l'inventeur de la sécurité routière, enfin de la limitation de vitesse sur les routes. C'était en 1973. Et c'est vous qui avez imposé, dans le fond, le port de la ceinture. Donc ce n'est pas du tout le sujet que nous allons aborder, mais enfin vous avez quand même malgré tout une expertise. Et à l'époque, en 1973, il y avait 18 000 morts, je crois, sur les routes. 18 000, oui. Il n'y en a plus aujourd'hui que 3 000. Donc vous avez quand même été un bienfaiteur de l'humanité. Mais ce n'est pas du tout pour vous flatter, mais c'est simplement pour présenter le personnage. Le personnage est intéressant à un autre point de vue, c'est qu'il fait partie des rares personnes qui n'arrive pas d'ailleurs à être entendu, et je suis ravi qu'il ait accepté de venir, et qui dénonce l'imposture, dans le fond, de l'idéologie écologiste, et qui dénonce les mensonges organisés de cette idéologie, qui sont des mensonges qui sont cautionnés aujourd'hui par l'ensemble des gouvernements, par l'ONU, et par l'ensemble des gouvernements, et singulièrement par le gouvernement français. Ma première question était de savoir comment vous aviez recueilli les alarmes apocalyptiques du GIEC, c'est-à-dire le groupement d'experts pour le climat. Je ne sais pas exactement ce que le groupement d'experts intergouvernemental sur le climat, qui nous annonce l'apocalypse, qui nous annonce la montée des eaux, qui nous annonce des réchauffements. Alors Libération lundi ou mardi a fait sa une en disant qu'au Canada effectivement il y avait une canicule qui est montée jusqu'à 50 degrés, quasi 50 degrés, et que cela présageait de ce que nous allions subir, et avec la caution du GIEC, etc. Donc voilà, je voulais savoir si vous cautionnez ce discours anxiogène, ce discours de la peur, ou si vous y voyez des excès, et lesquels? Oh, j'y vois des mensonges, mais tellement de mensonges qu'à la limite je ne saurais pas par où commencer, mais vous en avez évoqué un, la montée des eaux. Le rapport qui a fuité la semaine dernière, c'est tout récent, mais qui ne fait que reproduire les rapports précédents, nous indique que des centaines de millions de personnes vont être chassées des zones côtières, que des îles vont disparaître parce que la mer va monter de 10 mètres et qu'il faut s'y préparer. Alors, je l'ai cru, moi aussi, au départ, jusqu'au moment où j'ai été regarder les rapports, les fameux rapports que personne ne regarde. Et je me suis aperçu d'une chose, la mer ne monte pas. Alors, vous allez me prendre un peu pour quelqu'un d'original. Quand je dis elle ne monte pas, si, elle monte, alors regardez bien, de 2 à 3 mm par an. Donc, au bout de 10 ans, de 2 à 3 cm. Donc, au bout de 50 ans, d'une dizaine de centimètres. Voilà ce que nous dit la vérité. C'est beaucoup quand même, non? Ah, alors tout dépend comment on regarde les choses. Il faut quand même savoir que dans la baie du Mont-Saint-Michel, entre la marée basse et la marée haute, il y a 15 mètres. Ouais. Il faut savoir que quand il y a des tempêtes, couramment, les vagues ont 10 mètres. Alors elles vont avoir 2 cm ou 3 cm de plus. C'est une plaisanterie. Une hausse de cette hauteur-là, c'est pas un tsunami. C'est même pas une vaguelette, c'est une friserie. Pourquoi ce discours apocalyptique? Pourquoi ce discours effrayant? Parce qu'il s'inscrit... Que rechercherait dans le fond le GIEC à vouloir faire peur systématiquement? Il s'inscrit... Et quelle est son expertise dans le fond également?
Alors, je reviendrai tout à l'heure sur l'expertise pour vous montrer à quel point il est faussé. Mais, au départ, vous avez un phénomène de nature religieuse. Vous avez des gens qui sont persuadés que l'homme étant mauvais, c'est leur conviction, ne peut faire que des catastrophes. Par exemple, émettre du CO2, c'est forcément mauvais, puisque l'homme étant mauvais, c'est mauvais. Et qu'ensuite, on va aller à la catastrophe, on va aller à des inondations, à une élévation de la température. C'est une conviction profonde qui n'est pas nouvelle. Hein. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours des gens qui ont eu cette vision pessimiste des choses. Mais ce qui est nouveau, c'est que cette conviction, elle a pris le pouvoir aux Nations Unies. Et on en a toutes les preuves. Il y a 50 ans, il y a un Canadien qui a créé un ministère de l'écologie aux Nations Unies. Et puis quelques années après, il a créé le GIEC. Il s'appelle Maurice Strong. Personne ne le connaît. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a présidé à Rio, en 1992, ça va faire 30 ans, un congrès mondial sur le climat, où il a annoncé à tout le monde qu'on allait à la catastrophe. Et depuis cette époque, les Nations Unies sont prises en main par les ONG. Mais ce qu'on ne comprend pas, il devrait y avoir des contre-expertises, parce que ceci est un discours qui est un discours en effet majoritaire, mais pourquoi n'entend-on pas les scientifiques qui nous disent que ceux-ci sont des mensonges? Pourquoi c'est très simple, vous savez que l'émission à laquelle nous participons, c'est une première. Ceux qui contestent sont immédiatement catalogués. Ah. Alors, on les catalogue de négationnistes. On connaît bien ça ici, vous inquiétez pas. Mais c'est pas par hasard qu'on est chez CNews. On est catalogué. Moi, j'ai eu des articles me concernant qui commençaient dans le journal Le Monde par du temps d'Hitler, on avait des excuses. Alors, vous voyez à quel point on est immédiatement exclu, c'est un phénomène très classique, les soviétiques ont connu ça du temps de Lysenko, on est immédiatement exclu dès qu'on émet des idées qui ne vont pas dans le sens. Pour qu'on comprenne bien, vous nous dites donc que qu'il y a naturellement un monde scientifique qui conteste la gravité du discours du GIEC. On est bien d'accord avec ça. Tout à fait. Et qui conteste la gravité du réchauffement. Le réchauffement, c'est quand même bien une réalité. Vous ne contestez pas le réchauffement. Oui, il y a un réchauffement et les chiffres officiels du GIEC nous disent que depuis un siècle et demi, avant l'ère industrielle, la température moyenne de la Terre a augmenté de 1 degré. Bon, c'est les chiffres officiels. Mais là, on voit par exemple 18 degrés au mois de février en Arctique, avec donc son corollaire, la fonte des glaces. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Comment vous l'interprétez? Comment vous le jugez sur le long terme? Il faut voir que les phénomènes sont locaux. Vous avez évoqué le Canada. C'est vrai qu'il y a une bulle de chaleur à Vancouver, dans l'ouest du Canada. Il se trouve que j'ai de la famille qui habite à Montréal. Elle a plus trop froid. Donc, on trouvera toujours une partie de la Terre où il se passe quelque chose. Ce qu'il faut compter, c'est ce que disent les chiffres officiels. On a maintenant des satellites qui mesurent tout le temps, tous les mois, on a les résultats, et on est sur une courbe de l'ordre de 1 degré par siècle, qui monte, mais qui peut descendre. Parce que le passé nous donne la leçon. Il y a 1000 ans, on avait en Europe l'optimum médiéval. C'est grâce à ça qu'on a une cathédrale. Parce que les gens avaient des bonnes récoltes, ils pouvaient dégager du temps, et ils ont construit des cathédrales à cette époque-là. Puis on est passé à ce qu'on a appelé un petit âge glaciaire, épouvantable. Il faut savoir que du temps de Louis XIV, il y a eu 2 millions de morts, parce que à la fin de son règne, en France seulement, parce qu'il n'y avait plus de récolte. Il y a eu 2 années sans récolte. Et puis, d'ailleurs, du temps de Louis XIV, la mer gelait. Et puis maintenant, ça remonte, mais tout ça, c'est des fluctuations qui ont toujours existé, et de l'ordre d'1 degré par siècle, il n'y a vraiment pas de quoi affoler qui que ce soit. Sauf si on travaille pour le GIEC. Là, il y a peut-être un graphique, je ne sais pas si on peut regardez, le voir. Le graphique est là, et là, vous allez pouvoir le commenter. Et vous allez voir comment travaille le GIEC. Bon, voilà le graphique que nous voyons. Le GIEC a demandé, il y a une vingtaine d'années, à des experts, il en a consulté plus de 1000, quelles étaient leurs prévisions d'accroissement de la température en 2100. Alors vous voyez les réponses. Alors vous voyez d'abord qu'ils sont d'accord sur rien. Parce que ça, c'est la gamme des réponses. Ça va de 1 à 6 degrés. À 6 degrés, effectivement. Donc, absolument. Alors, 6 degrés, c'est complètement impossible, bien entendu. Et je vous expliquerai pourquoi ces 6 degrés émanent de Greenpeace ou de WWF, mais absolument pas d'experts sérieux. Et là, on en a la preuve. Alors, donc, ça va de 1 à 6. Ce qui se passe simplement, c'est que la Terre, vous voyez, c'est le petit point rouge qui est en bas. Exactement. Ben, on est sur la courbe de 1, on n'est pas sur la courbe de 6. Alors, c'est totalement inventé.
Mais qu'a fait le GIEC dans sa communication? Il n'a pas parlé de 1. Il a dit la température de la Terre pourrait augmenter de 6 degrés. C'est ce qui a fait le tour du monde. Mais donc c'est un travestissement de la réalité orienté volontairement. Et je vous donne un autre exemple qui est encore plus probant. Donc vous avez des gens au GIEC qui sont des émanations des grandes ONG écologistes qui ont le pouvoir aux Nations Unies. Encore aujourd'hui, c'est très facile à vérifier en 2 coups de smartphone. Vous vérifiez que le programme des Nations Unies pour l'environnement est dirigé par quelqu'un qui vient d'une ONG écologiste et que le programme des Nations Unies pour le développement, c'est pareil. Les Nations Unies ont été prises en main par les ONG écologistes qui verrouillent tout. Et évidemment, c'est la raison. Est-ce qu'il y a des scientifiques dans le GIEC? Est-ce que le GIEC est un groupe d'experts? Est-ce qu'il y a quand même malgré tout des expertises scientifiques? Le GIEC n'est pas un groupe d'experts. Alors là, il faut voir jusqu'où va le travestissement de la réalité. Le GIEC, son titre, c'est en anglais. Intergovernmental Panel on Climate Change. Panel, groupe intergouvernemental sur le changement climatique, où vous avez tous les pays de l'ONU. Il y a 195 pays qui en font partout. Vous ne trouvez pas le mot expert? C'est les représentants des pays. Vous pensez que le Zimbabwe va envoyer un expert sur le climat? Il n'y a pas le mot expert, sauf dans toutes les traductions où les mêmes ont introduit le mot expert, ce qui est un mensonge absolu. Ce ne sont pas des experts. Ils consultent des experts. Mais le bureau du GIEC, c'est composé de représentants à moitié pays développés et pays en voie de développement. Donc vous avez des représentants de l'Uruguay, la Mongolie, de la Suisse, etc., qui sont des ambassadeurs, qui sont, pour la plupart, qui n'ont aucune expertise. Je termine là-dessus. Le président précédent du GIEC, il était ingénieur des chemins de fer. C'est très bien. Le président actuel, il est économiste. C'est très bien. Mais ils ne connaissent rien en climat. Ils consultent, ils font semblant de consulter des experts. Je vous ai montré comment on fait, on les consulte, et on ne met dans le communiqué que ce qui vous arrange, c'est-à-dire ce que vous pensiez avant de consulter les experts. Et les experts, ils ne servent à rien, sauf à une chose, avoir leur signature sur le rapport, et après vous n'allez quand même pas contester ce que disent 1200 experts. Mais quand vous nous dites que l'écologisme est devenu une religion, on comprend bien ce système de croyance qui se moque un peu des faits, mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt, au-delà de la religion, un aspect politique? Parce que quel est le but, dans le fond, de cette panique généralisée, sinon de montrer que la croissance du monde occidental, la croissance des pays industrialisés est le fauteur de troubles, si je puis dire, et que l'Occident devient, si je poursuis les lignes pour aller vite, que l'Occident est coupable du réchauffement climatique. Est-ce qu'il n'y a pas cette analyse politique à faire également? Cette analyse politique est parfaitement exacte. J'inverserai les facteurs. Je pense qu'au départ, ce sont des gens qui sont convaincus de la nocivité de l'homme. C'est la base. Et qu'ils en déduisent ensuite ce que vous venez de dire est parfaitement exact. Autrement dit, c'est un mouvement plutôt, de nature religieuse. L'homme est mauvais, ce qu'il fait ne peut être que mauvais, donc repentons-nous et faisons le contraire. Alors, il y a un exemple qui, pour moi, est absolument central. Il y a 10 ans, le GIEC a provoqué une réunion, comme il sait le faire, un grand rapport. Ils ont mis 2 ans, ils ont consulté plus de 1000 experts. La question posée était, quelle est la part des énergies dans les besoins de la planète qui peuvent être fournis par les énergies renouvelables? Une question centrale, parce que si on n'utilise plus le pétrole, il faut remplacer par quelque chose. La réponse, on la connaît, c'est 10%. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que avec les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'électricité. L'électricité, c'est 20%, 22% pour l'Union européenne de la consommation d'énergie. L'essentiel de l'énergie, c'est quand on va rouler en voiture, quand on se chauffe avec du gaz naturel, c'est pas l'électricité. Et que peuvent faire les énergies renouvelables dans ces 20% de production électrique? Au grand maximum, la moitié. Parce que quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Donc, les énergies renouvelables peuvent fournir 10%. C'est clair, les experts vous le confirmeront. Sauf que on attendait les conclusions du GIEC. Et le président du GIEC de l'époque a dit, et ça vous pouvez le vérifier, la science a parlé, les énergies renouvelables pourront fournir 80% de l'énergie de la planète. Comment est-ce qu'on est passé de 10 à 80%? Alors, généralement, on ne sait pas qui fait ces scénarios. Mais là, on a su. C'est un Allemand.
qui a fait ce scénario sur 164 scénarios. C'est le seul qui disait ça. C'est le seul dont a parlé le GIEC. 80%. Il s'appelle le docteur Sven Teske. Et il a 4 caractéristiques. Premièrement, il est lead author du rapport. Auteur-leader. Quelqu'un de respectable. Deuxièmement, il travaille pour l'industrie européenne du photovoltaïque et des éoliennes. Bon, chacun peut faire ce qu'il veut. Troisièmement, il est coordinateur, c'est très important, mondial de Greenpeace pour le climat. C'est donc Greenpeace. Quatrièmement, il n'était pas du tout docteur. Il n'avait aucun titre. Et ça, on le vérifie, il suffit de taper son nom sur Internet, vous vérifiez, il n'avait aucun titre. Donc c'est quelqu'un qui n'avait aucun titre, qui représentait Greenpeace, qui a inventé ce chiffre de 80%, qui a été repris par le GIEC en disant la science a parlé. Et ça, c'est parfaitement typique de leur méthode. Il nous reste une minute d'émission. Ah bon, nous avions invité Jean de Kervasdoué, que vous devez connaître, qui lui aussi a un discours disruptif. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous soyez si peu, dans le fond, à dire ces choses, et pourquoi vous n'êtes pas entendu? Est-ce que vous êtes aussi peu nombreux que ceci, ou est-ce qu'il y a vraiment des scientifiques qui portent ce contre-discours, et pourquoi, en effet, n'arrivez-vous pas à émerger dans le débat public? C'est un totalitarisme des idées, c'est pas nouveau dans l'histoire de la planète. Ceux qui ont des idées qui ne vont pas avec la doxa sont éliminés. Je peux vous citer des dizaines de livres, identiques au moins, peut-être un peu moins, au mien, mais peut-être un peu moins bien, mais qui existent en français, en anglais, en allemand, partout. Mais vous vous heurtez au mur de dire, mais vous n'êtes pas crédible. Et c'est vrai que ce que je viens d'expliquer, je suis entièrement d'accord, n'est pas crédible. Mais c'est vrai. Mais on vous a invité ce soir pour vous entendre. Merci à vous. Vous venez d'écouter à l'instant un extrait de Radio Climat datant du 15 février 2023 dans le Best of. À bientôt sur Radio Climat pour un prochain Best of, bien évidemment. Allez, de retour en direct sur Radio Climat en ce mercredi 8 mai 2024. Et pour clore ce live, eh bien, comme on l'a fait tout à l'heure, on va à nouveau diffuser un extrait de la chaîne M6. Alors, un extrait un peu plus récent que le précédent, puisque ça va nous ramener 9 ans en arrière. C'était le 8 mai 2015. Et je vous propose d'écouter le bulletin météo de la chaîne M6, présenté à l'époque par Laurence Roustangi. Je vous souhaite encore une fois une bonne fin de soirée et on se retrouve demain, même lieu, même heure, pour un prochain live sur Radio Climat. Merci à toutes et à tous et bonne écoute. Bonsoir à tous, je vous emmène dans le sud-ouest pour commencer ce bulletin et plus précisément à Albi. Alors ce n'est pas l'endroit où il a fait le plus chaud aujourd'hui, 19 degrés de maximale. Le ciel était très nuageux mais il n'y a pas eu de pluie. En revanche, demain il ne faudra surtout pas oublier le parapluie, l'accessoire indispensable pour ces prochains jours. Et oui, on va changer de décor pour cette nouvelle semaine. La dégradation est en marche. La nuit prochaine, la perturbation en attente sur l'Atlantique va finir par entrer sur le pays. Elle avait été ralenti dans sa progression par une cellule anticyclonique sur le sud de la Scandinavie. Mais demain, on retrouvera le front chaud entre les îles britanniques et la Franche-Comté avec quelques ondées. Le front froid, lui, donnera des pluies plus marquées sur les régions de l'ouest, entre la Bretagne et les Pyrénées. À l'avant, dans le flux de sud, la matinée commencera également sous un temps nuageux et pluvieux, mais il y aura encore de belles éclaircies demain matin, notamment du Nord-Pas-de-Calais au nord de l'Alsace, secteur où le soleil résistera le plus longtemps. Les rafales atteindront 70 à 80 km/h en plaine, jusqu'à 100 km/h sur les reliefs. En Bretagne, le vent de sud-est soufflera entre 60 et 70 km/h. Quant aux températures, elles seront douces et comprises entre 12 degrés à Tarbes et 17 degrés à Toulouse. Pas de grands changements prévus en fin de matinée. Les nuages domineront et les averses prendront un caractère orageux dans l'ouest ainsi qu'en bordure des Pyrénées. Au fil des heures, le Finistère passera à l'arrière de la perturbation et il retrouvera des éclaircies alors que les frontières du nord verront quant à elles de moins en moins de ciel bleu et les premières gouttes toucheront le Nord-Pas-de-Calais en fin d'après-midi. Sous les orages, on attend de la grêle et des cumuls entre 15 et 35 mm. Enfin, le mercure sera en baisse, sauf autour de la Méditerranée. Et inutile de vous cacher que le mauvais temps va persister toute la semaine. Mardi, la perturbation ondulera sur le nord-est, toujours des averses orageuses au programme, de l'humidité dans le sud et le retour des éclaircies dans le sud-ouest. Mais mercredi, une nouvelle zone de pluie va arriver par les Pyrénées et il n'y aura pas de jaloux.
averse orageuse pour tout le monde. Jeudi, c'est la même perturbation qui traînera sur le pays. Le temps sera instable et les températures vont baisser, mais on sera dans les normes de saison. À l'approche du week-end, en revanche, le mercure va dégringoler et on va repasser sous les moyennes saisonnières. Seule consolation, l'arrivée d'une barrière anticyclonique qui s'étendra des Açores à l'Islande. Le temps va donc s'améliorer par l'ouest et on devrait retrouver un temps sec et lumineux. Ce soir, plongez au cœur de la foire de Paris à la rencontre de ces vendeurs prêts à tout pour écouler leurs marchandises ou de ces clients venus chercher de nouvelles merveilles. Rendez-vous donc à 20h50 pour votre magazine Zone Interdite. Tout de suite, le journal de la rédaction. Belle fin de week-end sur M6.